Bonjour, merci pour votre présence et votre écoute aujourd'hui. Je vais vous présenter, vous parler donc de nos 2 voyages qu'on offre en Himalaya indien. Avant toute chose, je vais juste, partager mon écran comme ça va être plus facile aussi, d'avoir un visuel en image. Hop, bon, partage. Normalement, vous allez être censés voir Caravanier, voyager, agir. OK, parfait, ça fonctionne. Bon, c'est parti. Donc, Caravanier, ça fait plus de 25 ans, aujourd'hui que aujourd'hui, oui, ça fait plus de 25 ans que Caravanier a été fondé. Puis disons que l'Himalaya a toujours eu une place, particulière, chez Caravanier. On affectionne beaucoup, beaucoup, l'Himalaya, ce qui fait que pendant, longtemps, en fait, on explore ces régions-là. Souvent, quand on pense, à l'Himalaya, aux plus hautes montagnes, on imagine tout de suite, des voyages au Népal. Alors c'est sûr que le Népal est une destination très populaire, on a de très, très beaux itinéraires au Népal, puis on continue toujours même, d'avoir l'envie d'explorer, de nouvelles régions, nouvelles vallées. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier finalement, ses voisins et en tout cas l'Inde, offre vraiment avec le Ladakh, puis, le nord de l'Inde, en tout cas l'Himalaya indien offre vraiment des superbes itinéraires bien différents de ce qu'on trouve au Népal. Donc, vraiment là, si vous avez déjà voyagé au Népal, puis que vous avez eu un immense coup de cœur en Himalaya, le Ladakh, saura vraiment, je veux dire, vous surprendre parce que, ça offre, encore une fois un superbe voyage, toujours dans l'univers du bouddhisme tibétain, mais pourtant avec, des paysages bien, bien différents qu'offre le Népal. Donc, c'est une très, très belle, option aussi pour aller dans les montagnes. On a Là, je vous ai mis juste une petite carte pour vous situer. Juste pour vous resituer peut-être un petit peu la grande chaîne himalayenne qui s'étend sur à peu près 2 400 kilomètres, qui traverse plusieurs pays. Donc ça débute, disons, par le Pakistan. On a évidemment l'Inde, la Chine, le Népal qui sont, limitrophes, puis en fait qui se rejoignent à travers, l'Himalaya, en fait, qui fait comme une barrière, une frontière naturelle entre ces différents pays. Ensuite, j'ai une autre petite carte qui vous permet de zoomer un petit peu plus. Puis là, ce que j'ai pas mentionné, mais ce que je pourrais vous mentionner plus tard aussi en vous montrant vraiment par photo. Puis on le voyait là sur, en fait, je vais vous remettre la carte. On le voyait sur la carte, mais en fait, la chaîne himalayenne, c'est vraiment formée en fait à la collision de 2 plaques tectoniques, qui est donc la plaque, tectonique indienne qui est vraiment rentrée en collision avec la plaque, tibétaine. Ce qui a vraiment donné naissance à toutes ces très, très hautes montagnes et ce massif, en fait, qui est l'Himalaya et qui continue encore de bouger aujourd'hui et qui nous offre, donc toutes ces variations. Donc c'est même pas rare qu'on trouve, des fossiles, marins, en Himalaya parce qu'avant ça, donc la plaque indienne était vraiment, collée, puis là on parle de plusieurs millions d'années, était collée, au sud de l'Afrique avant qu'elle se détache et qu'elle rentre en collision avec l'Asie. Donc ça en fait, les plus belles montagnes à mon sens, parmi les plus belles montagnes du monde, puis les plus hautes également. Et donc je reviens à cette petite carte, de l'Inde pour vous resituer un petit peu, donc le nord de l'Inde, l'Himalaya indien. Donc là, on parle vraiment du Ladakh ce soir. On va vraiment se concentrer au Ladakh, donc la portion tout au nord qui est limitrophe justement avec le Tibet, avec la Chine qui a été annexée, dans les années 50. Et donc, dans ses voisins, on peut trouver le Pakistan également avec, le Cachemire qui est souvent je veux dire une région dont on entend parler dans les nouvelles malheureusement pour, plusieurs conflits. Puis c'est toujours sujet, à conflit encore aujourd'hui la région du Cachemire. Le Ladakh est une région qui est vraiment, qui appartient complètement à l'Inde, puis qui est relativement très tranquille. En fait, pendant plusieurs centaines d'années, le Ladakh, puis je dirais que les bouddhistes, en fait, c'est vraiment une extension du Tibet, là. Le plateau tibétain, c'est comme une enclave, en fait, avec le Tibet, bon, le Pakistan juste ici. Mais donc, le Ladakh a toujours eu un lien culturel très, très, très proche avec le Tibet. Mais en même temps, les bouddhistes ont toujours cohabité, de façon très sereine pendant, de nombreuses, nombreuses années avec les musulmans parce que ils ont aussi beaucoup peuplé cette région-là. Puis il y avait la route de la soie qui traversait entre autres,
qui était donc un point de commerce, ce qui fait qu'il y a énormément toujours eu de commerce entre musulmans, bouddhistes, bref, tout le monde vivait relativement en paix. Sauf que bon, beh, effectivement, dans les dernières décennies, il y a eu plusieurs conflits qui ont rendu cette région un petit peu plus turbulente, disons-le comme ça. Ça reste que le Ladakh, encore une fois, il se dissocie complètement du Cachemire. C'est pas la même région, c'est pas du tout les mêmes problématiques non plus. On n'est pas dans un, je veux dire, c'est très militarisé aussi là. La frontière est quand même très très militarisée. C'est une région qui reste très surveillée. Donc encore une fois, évidemment qu'on n'irait pas s'il y avait le moindre enjeu de sécurité. Et donc, ben, en tout cas, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème d'aller au Ladakh. Au contraire, tant qu'on peut, allons-y, puis allons profiter des beautés de ce coin de pays qui est donc vraiment l'extension, le prolongement finalement du plateau tibétain. On arrive pour nos deux voyages au Ladakh, ça va être un petit peu la même chose. Donc, on va arriver à Delhi. Ensuite, on a un vol interne pardon, de Delhi à Leh. En sachant que Leh peut même se rejoindre par les routes, parce que justement, étant donné que c'est une région quand même militarisée, il y a énormément de développement de routes qui ont été construites, développées par les militaires, pour les militaires, pour rejoindre la région, mais ça serait vraiment très 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 long que de rejoindre par la route. Donc on prend un vol interne à l'aller et au retour, et ça vaut pour nos deux voyages, donc au Ladakh. La capitale, la capitale du Ladakh, on arrive quand même à 3500 mètres d'altitude. Donc c'est un petit peu comme Cusco, disons-le. Puis je vais zoomer un petit peu plus maintenant sur la vallée, puis que ce qu'on voit là, Leh étant le point central ici. Donc 3500 mètres, c'est comme Cusco, là. Si je vous donne une indication là, incomparable, donc, c'est quand même relativement haut quand on arrive tout de suite en arrivant, là, en avion, à 3500 mètres. Ce qui fait qu'on garde toujours la même logique, que ça soit comme au Pérou, ou, justement ici, ou même pour nos voyages en Bolivie, c'est qu'on prend ça relax. Les premières journées sont vraiment destinées à se remettre tranquillement de notre décalage horaire, s'acclimater en douceur, boire beaucoup. On visite la ville de Leh, on fait des petites balades, il y a toujours plein de choses à faire, on prend le rythme de la ville. Ensuite, on va aller se balader dans la vallée de l'Indus parce que c'est vraiment je dirais un épicentre culturellement très riche au Ladakh, avec beaucoup de monastères. Il y a vraiment un volet culturel qui est très très intéressant. Donc, on prend le temps pendant un bon 3, 4 jours de parfaire notre acclimatation, notre adaptation à cette altitude-là. Et ensuite, on va débuter nos treks. Donc, ce qui fait que on a vraiment plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Et encore une fois, ben, on y va vraiment en douceur à notre arrivée. On travaille avec la même équipe depuis nos tout débuts, avec l'Obsing, puis on est très fiers de ça. Ce qui fait que l'Obsing, il a une petite auberge très charmante, très sympathique. Et on est toujours reçus comme des amis. Alors, ça ajoute aussi la facilité de notre arrivée et la douceur aussi. Là, ce que je vous mettais aussi comme petite carte pour vous présenter rapidement, disons que ça va être je vous présente rapidement les 2 treks de cette façon-là. Quand on parle, notre premier voyage de trek au Ladakh, ça va être un voyage qui est plus doux, qui est en hiver, de village en festival, et celui-là, on va vraiment aller se balader dans la vallée de l'Indus pour aller rejoindre des monastères, des festivals, des villages. Donc on va aller dans la région, la vallée de Cham et ensuite la vallée de Marca qui est juste ici. Puis notre autre grand trek, par contre, qui va se faire en été, puis qui est plus exigeant aussi, on va aller rejoindre le Zanskar, qui est un petit peu plus au sud, là, qui est une région qui était un ancien royaume. On va aller rejoindre le Zanskar, puis on va marcher Fouktal ici, puis on va faire comme une longue traversée pour aller rejoindre le Tsumriri, puis ensuite remonter. Et on repart de Leh dans les deux cas, donc on va reprendre un vol interne de Leh jusqu'à Delhi avant de repartir en direction de Montréal. Donc voilà pour la présentation globale là, en termes d'itinéraire. Alors j'y vais avec le premier voyage. Le Ladakh aussi, pour mentionner en termes de température, de météo, le bon moment dans le fond pour y aller. Ce qui est fun avec le Ladakh, c'est que la moisson ne passe pas, ne traverse pas la chaîne himalayenne, ou très peu en tout cas. Ce qui fait que le Ladakh est quand même bien protégé des périodes de mousson. Parce que souvent, on n'est pas les bonnes périodes pour y voyager vont être au printemps et à l'automne. En plein été, c'est vraiment la période de mousson, donc on n'y va pas du tout. Alors que le Ladakh, au contraire, il pourrait se visiter quasiment toute l'année. On a décidé de faire un voyage en hiver, vraiment, où on va dormir en lodge chez l'invitant, donc c'est quand même, ça reste rustique, mais très charmant et confortable. Puis par contre, on peut offrir un long trek en plein été.
Souvent, ça va être en août, septembre, la meilleure saison pour y aller. Et donc, ça offre aussi toute cette diversité-là, ce qui donne des paysages aussi très secs, très arides, vraiment, encore une fois, bien, bien différents. Tout le en fait, le système d'irrigation que peut avoir le Ladakh, les champs et cetera vont tous les champs, je veux dire, vont être, irrigués, grâce à en fait, à la fonte des neiges. Au moment de la fonte des neiges, ils vont avoir mis en place toutes, des systèmes d'irrigation à travers les vallées, ce qui va permettre vraiment tout l'approvisionnement en eau, dans les vallées, étant donné qu'ils connaissent pas, de grandes moussons à proprement parler. Ce qui fait que le Ladakh en hiver, de village en festival, ça va être notre voyage le plus accessible en fait pour quand même tout bon marcheur, mais le plus accessible en termes de niveau. Parce que celui-là, il me semble que c'est un niveau de 3, ça reste un niveau soutenu relié à l'altitude. C'est mine de rien, on se le cache pas, quand on est au Ladakh, on est constamment en haute altitude, mais le niveau de la marche est relativement quand même modéré. On fait des petites journées, on arrive à dormir, comme je disais, dans des petits lodges, quand même confortables. On a un volet immersif, en fait, très culturel dans cet itinéraire. Donc, les encore une fois, ça va être notre point d'arrivée. Donc on va pouvoir aller, se balader, faire le Palais Royal, le petit bazar, bref, c'est toujours très vivant. C'est une ville qui, change, qui évolue beaucoup, qui change de visage même, qui se modernise énormément. Mais, malgré tout, ça conserve encore une fois son cachet et donc ça reste toujours très, très agréable d'y consacrer au moins une bonne journée, puis ensuite de partir dans la vallée de l'Indus. C'est les 2 voyages que je vous présente aussi aujourd'hui, disons que ce sont comme 2 nouveautés. On a vraiment eu la volonté de travailler sur un tout nouvel itinéraire en hiver, ce qui fait qu'on n'a pas eu encore officiellement de premier départ. Il est vraiment nouveau de la dernière année. Donc je vous mets aussi des photos qui sont pas nécessairement que des photos d'hiver, de paysages d'hiver. Ça manque peut-être un petit peu de neige à un certain point, mais au moins ça vous donne une bonne idée du type d'environnement qu'on a, au Ladakh. Quand je vous disais, on est vraiment la Dac là, ça reste des paysages souvent très arides. Là, on est dans un environnement très minéral, des montagnes, striées là de roches noires et parfois, surtout dans les fonds de vallée, entre les villages, on va avoir beaucoup de petites oasis comme ça. Donc avec tout le système d'irrigation dont je vous parlais qui permettent d'avoir ces îlots de verdure un petit peu, puis, de culture. La vallée de l'Indus, dans le fond, en fait, l'Indus, cette rivière-là prend sa source au Tibet, traverse complètement le Ladakh et vient, terminer sa course, au Pakistan. Ce qui fait que tout au long de je veux dire de l'Indus, il y a énormément de cultures. Il y a des cultures de riz, d'orge, de blé, bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cultures dans cette région-là, ce qui donne quand même un environnement très, très animé, très occupé, plus peuplé aussi et forcément très intéressant parce que comme je le mentionnais, on marche dans ce 1er voyage, on va marcher de village en village. On a 2 portions de trek. En tout, on va avoir 7 jours de marche. Un 1er petit trek de 3 jours, puis ensuite un autre de 4 jours. Donc on va vraiment aller marcher, dans ces petits villages. On passe à travers des petits monastères, des petits, pas que des petits en fait. Il y en a des, très, très anciens, des très impressionnants aussi, qui font partie, du programme. On a la vallée de Cham qui est en fait la première vallée dans laquelle on va marcher. Puis ça, souvent, cette vallée-là, ce qui est le fun de le faire en hiver, c'est qu'on va avoir absolument personne. Le Ladakh est peut-être très fréquenté dans certaines régions l'été parce que souvent, ça va être la concentration des départs vont se faire l'été beaucoup, de juin à septembre, disons. Mais l'hiver, c'est le calme plat. Donc, on va vraiment avoir, une immersion, beaucoup plus intime, je pense, en tout cas de notre voyage, le fait de le faire comme ça. Parce que la vallée de Cham, justement, étant donné que c'est une vallée qui est quand même très fréquentée l'été, surtout parce que c'est une vallée qui est assez accessible, qui peut même se faire avec des familles ou pour des groupes, sur mesure privés. Nous, on va le faire 3 jours, donc toujours de village en village. On va visiter un des monastères les plus importants de la région, qui est, le monastère de Lamayuru. Il y a le monastère de Alchi aussi, qui est un des plus anciens, qui est vraiment très, très important. Là, l'altitude va être très raisonnable, entre 3 400 et 3 800 mètres. Donc encore une fois, on y va très en douceur avant de rejoindre la vallée de Marca, qui est une autre vallée qui est souvent quand même assez fréquentée l'été.
qui abrite le parc national des Miss. Puis dans ce parc-là, c'est très beau, c'est très varié. On pourrait même croiser, il y a beaucoup de faune et de flore quand même très intéressantes. Dans ce parc, en tout cas, il vit le léopard des neiges, le fameux léopard des neiges. Bon, il n'y a absolument évidemment aucune garantie de le voir. Ça reste un animal très difficile à observer, mais ça reste qu'en hiver, avec en fait, avec le privilège d'avoir beaucoup moins de fréquentation sur les sentiers, ben, on est peut-être amené à voir un petit peu plus de faune que l'été. Donc, dans le premier trek dans la vallée de Cham, ben, encore une fois, des petits monastères. On a toujours la chance d'être invité à assister à des pujas, des cérémonies. Et ensuite, c'est un des attraits, puis une des choses en fait qu'on a vraiment voulu aussi initier, puis incorporer dans notre idée d'itinéraire. Moi, en tout cas, ce que je trouve vraiment tripant quand je voyage, puis encore plus quand je voyage en Himalaya, mais c'est les festivals. C'est de pouvoir assister justement à toutes ces célébrations qui sont franchement uniques, qui sont colorées, qui sont vivantes. Et donc, on va pouvoir assister à deux grands festivals dans la vallée de Marca, qui est le festival de Stock et le festival de Mato. Puis en fait, l'idée aussi de se dire, c'était, ah, mais ça serait vraiment le fun qu'on parte d'un festival, qu'on débute dans un festival. Ensuite, qu'on marche pendant 4 jours, même chose, de village en village, qu'on traverse des cols, qu'on passe au fond de vallée, et qu'on arrive au point final de notre marche, à un dernier festival d'importance dans la région. Donc, ça a vraiment été le but, c'était de rejoindre un festival à un autre, à pied, à travers les montagnes, toujours en dormant en gîte chez l'habitant, en petit lodge. Donc là, j'ai mis encore une fois quelques photos aussi pour vous donner quand même une bonne idée. Bah, ça ressemble à quoi l'Himalaya en hiver? Donc c'est sûr qu'il peut faire froid, même si notre voyage est programmé en février-mars. Ça reste une excellente période. Justement, les températures commencent à se radoucir un peu. La nuit, il peut faire quand même en dessous de zéro, évidemment. On parle peut-être de moins 15 degrés, mais vous dormez en lodge. Souvent, il y a toujours. On n'est pas dans le gros luxe là, faut pas s'attendre au gros luxe ou certains lodges qui peuvent être comme référence très très confortables, comme dans la région de l'Everest. Mais ça reste quand même toujours très charmant. On a toujours un bon poêle à bois pour se chauffer le soir. Ensuite de ça, on a toujours l'équipement qui est requis aussi qu'on vous fournit au moment de l'inscription, des rencontres pré-départ pour bien vous préparer aussi. La journée, on est dans des températures qui sont quand même très confortables. On parle d'une dizaine de degrés. Donc, ça reste quand même très, très appréciable pour marcher. Donc on n'est pas non plus dans des températures extrêmes. On s'attend pas à des extrêmes de température, au contraire. Ça reste évidemment un voyage donc d'hiver, avoir un bon équipement approprié, mais quand même très appréciable. Donc la vallée de Marca, on va partir du festival de Stock. Ensuite, on marche 4 jours, puis là, on va vraiment passer dans le fond d'une gorge. Il va possiblement y avoir quelques petites traverses de rivières gelées. Il y a des ponts, évidemment, des ponts suspendus. Bref, tous les ingrédients, ils sont là comme on aime finalement quand on part en Himalaya. On passe quand même 2 cols à 4700 et à 4900 mètres. Donc, on a quand même un petit défi, mine de rien, là, dans l'itinéraire. On parle de journées peut-être entre 5, 6, 7 heures de marche pour les plus longues, justement pour les journées où on passe un col. Donc, quand même un défi avec l'altitude, parce que bon, on va frôler, toucher de presque du doigt le 5000 mètres. Mais on redescend aussitôt aussi pour aller dormir plus bas, ce qui fait que ça reste qu'avec toutes les journées qu'on a passées à cette altitude-là avant ou de façon très progressive, ça se fait très bien. Donc les festivals, encore une fois, que ça soit Stock, Matos, souvent c'est des festivals qui vont durer 2, 3 jours dans la région. Puis, il y a vraiment quelque chose, je trouve, de très, très, très particulier d'y assister. Ça reste que, souvent, ce sont des moines qui ont été choisis, qui vont rester reculés, qui vont se reculer pendant un mois ou 2 dans des monastères pour méditer et cetera, puis qui vont vraiment ressortir au moment du festival masqués. Alors souvent, bah, ces masques-là peuvent, donner l'impression qu'ils sont vraiment épeurants, puis que c'est mauvais présage, mais au contraire, en fait, ils incarnent une divinité, puis une divinité protectrice. Donc en fait, c'est comme des oracles. Ils viennent donner des prédictions lors de ces festivals et ça reste, beh, donc il y a des danses monastiques, et cetera qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Pour le voyage, vous êtes accompagné, bah, pour tous nos voyages dans le fond, au Ladakh, vous êtes toujours accompagné par un guide caravanier
qui part d'ici, du Québec, qui vous attend à destination, qui va vous accueillir là-bas. Puis évidemment, il y a toute notre équipe locale sur place qui nous accompagne aussi. Donc, on a vraiment l'occasion de vous accompagner là-dedans, de vous expliquer tous ces rituels, quoi faire, quoi ne pas faire. Bref, vous êtes vraiment accompagnés pour vivre le voyage pleinement. Pour toute la logistique, que ça soit pour ce voyage-là ou l'autre, puis je le répéterai, mais vous portez juste un sac à dos de jour. Le reste, on est accompagné par des mules ou parfois il y a des portions, en jeep quand il y a certains villages qui se rejoignent par la route là, qui peuvent, acheminer les bagages. Ce qui fait que, on n'a pas besoin de porter plus que notre sac à dos de jour. Le reste des bagages, on s'en occupe. Encore une fois, belle projection là de moments qu'on peut partager. Il y a 2 ordres, pour ceux qui connaissent un petit peu, en tout cas le bouddhisme, il y a 2, il y a plusieurs ordres, dans plusieurs ordres religieux, disons, dans le bouddhisme, qui sont aussi représentés, au Ladakh. Parmi les plus importants, ce qu'on appelle souvent les bonnets rouges, les bonnets jaunes, donc il y a les Nyingmapa, les Gelugpa, qu'on retrouve entre autres au Ladakh. Et donc, il y a plusieurs écoles, plusieurs ordres du bouddhisme qui sont représentés dans différents monastères. Donc, encore une fois, ça nous donne beaucoup de variété. Alors, c'est ce qui conclut pas mal ma première présentation, là, le premier trek au Ladakh en hiver. Donc, vraiment destiné à toute personne qui ne veulent pas nécessairement aller trop haut en altitude ou trop longtemps, qui veulent s'initier à un premier trek de ce genre-là, parce qu'honnêtement, ça reste tout à fait accessible, qui n'ont pas nécessairement envie de faire du camping, parce que encore une fois, ben, on dort en lodge, puis ça reste un volet je trouve vraiment le fun là, pour avoir un contact privilégié avec les gens tout au long de l'itinéraire. Puis on aime ça dormir en tente, on va le faire dans notre prochain itinéraire. Mais je trouve que quand on est dans les vallées, quand on traverse les villages, il n'y a rien de mieux en fait que d'être au contact réellement des gens qu'on côtoie. Donc, ça donne vraiment une belle immersion. En tout cas, pour un voyage immersif au Ladakh et comprendre la vie des Ladakhis, celui-là est vraiment parfait. Pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus, eh ben, ça va être l'été aux Anscars. Donc là, on a vraiment travaillé un tout nouveau trek. Pendant longtemps, en fait, on a proposé c'est pas vraiment une traversée, mais en fait, on faisait un long trek qui partait donc du plateau du Changtang. On longeait le lac Tsommoriri, le lac Tsokar, puis on redescendait sur le plateau vers une autre vallée en passant par un col. Pour atteindre le plateau du Spiti. Et on terminait beaucoup plus au sud. Sauf que le Ladakh, un peu comme partout en Himalaya, je dirais, change rapidement de visage, surtout à cause du développement des routes, parce qu'il y a énormément de routes qui se construisent de toutes parts, qui quadrillent un petit peu le paysage, ce qui rend forcément le plaisir de la marche, puis de la volonté justement de se sentir isolé et loin de tout, plus difficile. Et donc la dernière fois qu'on a fait notre itinéraire au Ladakh, comme je vous en parlais, on a vraiment constaté, le développement de plusieurs routes à plusieurs endroits clés et c'est ce qui nous a fait vraiment complètement retravailler. Tu sais, on a vraiment replacé nos cartes en se disant: «Bon, là, on a vraiment le goût de repenser notre itinéraire au Ladakh. On veut toujours un long trek, on veut toujours quelque chose d'engagé, mais on aimerait ça trouver un autre endroit qui est encore préservé». Et avec notre équipe locale, on a clairement convenu que le Zanskar était encore aujourd'hui en fait, une des régions, idéales pour ce qu'on recherche parce que, c'est encore, préservé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Ça reste au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment encore le moment d'y aller parce que c'est sûr que dans quelques années, bon, ça risque de changer de visage encore une fois. Mais donc ça reste que le Zanskar était un ancien royaume, il y a une certaine époque, donc c'est encore une fois, ça a été un royaume assez, isolé. Puis justement, encore aujourd'hui, ça l'est, ce qui fait que pendant longtemps, il y a énormément de développement, de monastères, de petits villages vraiment du bout du monde qui se sont créés, puis qu'on va vraiment pouvoir traverser à pied. Ce qui en fait vraiment, je trouve, un voyage assez inédit, encore, très, très peu fréquenté, puis on est très content de pouvoir le proposer, en tout cas parmi les premiers. Ce qui fait que pour cet itinéraire, on va aller comme je disais, c'est un voyage un petit peu plus long. Donc là, on parle de 26 jours. C'est un voyage qu'on va faire en septembre prochain. On parle de 15 jours de trek consécutifs avec toujours une altitude qui va avoisiner les 4 000, 4 500, 5 000, 5 002 à peu près là pour les cols les plus hauts qu'on va passer.
Mais il y a le volet culturel aussi qui est quand même très présent parce qu'évidemment au Ladakh, puis même aux Zanskar, il y a toujours des monastères sur le chemin et on va débuter par un monastère, puis on va terminer en fait. L'idée, c'était faire comme une traversée qu'on voit ici. On va marcher pour aller rejoindre notre point final, le lac Tsommoriri. Donc on va prendre la route depuis Leh. On rejoint la Mayuru dont je vous parlais au tout début. Ensuite, on prend la longue route qui va vers Padoum. Padoum, c'était l'ancienne capitale du Zanskar. Donc même chose, il y a vraiment des très beaux monastères à faire dans le coin. Puis on va commencer à Fouktal. Fouktal qui est un des monastères, je trouve, les plus impressionnants qu'on puisse retrouver dans cette région. Puis je suis vraiment contente qu'on puisse le visiter de cette façon. Mais avant de vous présenter vraiment, Fougtal, là, je veux juste vous donner aussi une ambiance un petit peu, du trek parce que le Zanskar, c'est ça. En fait, il y a plusieurs, il y a il y a la fameuse, rivière Zanskar, qui traverse, toute la région. On a souvent aussi parlé, puis on l'a fait même chez Caravanier, en fait, la traversée du Tchadar en hiver justement gelé. Je vous en ai pas parlé tantôt, mais c'est ça. Donc, il y a plusieurs grandes rivières comme ça qui étaient en fait des points de passage et je veux dire, pour relier des villages. Donc, les gens, justement, en profitaient l'hiver pour pouvoir les traverser à pied. Aujourd'hui, bon, avec le développement des routes, c'est plus, en tout cas, c'est beaucoup moins emprunté que ce que ça l'était. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de rivières. On va passer beaucoup de rivières aussi dans l'itinéraire. Ça donne vraiment aussi beaucoup de contraste. Le Ladakh, comme je disais, mais c'est vraiment un paysage très minéral. On est vraiment dans des montagnes très sèches, très arides, avec tous ces petites oasis de verdure qu'on retrouve quand on est proche des rivières, justement, avec toutes les cultures qu'on peut y retrouver aussi. Donc, ça reste aussi très, très varié. Évidemment, on a des superbes sommets de plus de 6 000, 5 500 mètres enneigés. Ce qui nous donne, ce qu'on recherche aussi quand on va en Himalaya, c'est, le feeling de voir des belles montagnes. On va débuter notre trek en fait, à Fougtal. Fougtal, c'est un des monastères, comme je disais, les plus impressionnants, je trouve, dans la région parce que c'est un monastère qui est troglodyte, qui est vraiment imbriqué, encastré dans la roche, la grotte étant considérée sacrée. On peut s'y rendre, que à pied. Donc, ça nous prend déjà une bonne journée de marche pour pouvoir nous rendre à Fougtal. On va dormir au pied du monastère, en camping parce que c'est vrai que pour ce voyage, c'est 15 jours consécutifs, puis ça va être, que des nuits, en camping. On est en autonomie complète avec notre équipe, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'adore ce genre de voyage pour ça parce que ça nous permet vraiment de créer un lien particulier avec eux. On a toujours avec nous aussi des chevaux qui vont porter la logistique, donc vous ne portez que votre sac de jour. Et donc, on a toute la liberté du monde aussi de pouvoir camper où on veut et dont dans des endroits aussi spectaculaires que celui-ci, par exemple. Donc, on a la rivière Tsarap, en fait, qui est juste en contrebas là, de Fougtal, qui est un affluent de la rivière Zanskar, justement, et qu'on va longer, traverser quelques fois. Donc, si on a la chance, encore une fois, on peut être invité à assister à des cérémonies, à des pujas. Donc, c'est aussi un volet qui est très, je trouve, très marquant, très intéressant. Donc, les chevaux, qui nous accompagnent et qui rendent aussi, je trouve, toute cette belle dimension. On pourrait voir, ce qu'on appelle des kiangs, qui sont des ânes sauvages aussi pendant, notre itinéraire, des yaks aussi, évidemment. Donc, ça reste, quand même assez varié. Sur cet itinéraire, je vous cache pas, il y a comme une part de mystère encore, étant donné que bon, on l'a vraiment retravaillé de A à Z, même si on connaît quand même la région pour y avoir déjà été à différentes saisons. Puis bon, notre équipe locale je dirais, est originaire de là-bas, là. Ils sont vraiment très connaisseurs de la région, mais ça reste que il y a pas eu encore de grandes premières, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir faire cet itinéraire. On a volontairement mis très peu d'étapes indiqué sur notre site internet parce qu'on veut vraiment se donner toute la liberté du monde. Donc, appelons ça comme un voyage pionnier. Tu sais, le premier départ qui va se faire en 2026, ça va être 100% un voyage où on a le goût de découvrir la vallée. On va passer plusieurs cols. Il y a plusieurs cols qui sont prévus. Donc, quand je vous parlais d'engagement, on parle de au moins quatre cols à 5 200 mètres. Donc, mais sachant que l'altitude, de façon générale, on est toujours entre 4 200 et 4 500 mètres. Là, pour les dodos, on est toujours à peu près entre 4 200 et 4 500, 4 700 maximum. Donc, ça fait quand même des bonnes journées. Le luxe de dormir en camping, comme je disais, c'est de pouvoir camper où on veut.
quand on veut finalement. Si on a besoin d'une journée de repos pour, X raisons, ben, on peut se l'octroyer aussi, ou alors c'est que c'est déjà prévu aussi évidemment. Et donc, bah, avec notre propre équipement, on peut profiter, des déjeuners au soleil, et puis c'est toujours très, très, très appréciable. Donc on a quand même tout le confort, sur place quand on est, on voit là, on a même des petites tentes douches qu'on installe sur les campements histoire de se dépoussiérer un petit peu, bref, ça reste quand même, du camping, plus, plus, disons, et toujours dans des endroits, très spectaculaires. On s'attend à traverser, bah, en fait, à marcher sur plusieurs plateaux. Étant donné qu'on va passer plusieurs cols, on va aussi passer par plusieurs versants, plusieurs vallées. Il y a de nombreux passages de rivières à prévoir, dans le voyage. Ça reste que les traverses de rivières sont pas techniques. En y allant, en plus de ça, en fin d'été, les rivières vont être un petit peu plus basses qu'en début de saison, par exemple en juin, juillet. Donc ce qui fait que, ça se fait vraiment très bien évidemment. Le guide, puis toute l'équipe est là aussi en soutien, si besoin. Et voilà quelques petites images là pour donner une bonne idée du type de, je veux dire si ça arrive jusqu'au mollet, ou juste en dessous, en tout cas du genou, ça sera déjà très bien. Habituellement, on y allait un petit peu plus tôt en saison, puis là, la raison pour laquelle on y va plus en août, septembre, c'est justement pour, se donner plus de chance avec les petites traverses de rivière. Mais sinon, très belle météo, à laquelle on peut s'attendre. En général, c'est un climat quand même très, très sec, très agréable aussi pour y marcher. Bah, là, on voit, là, la plupart des gens sont quand même, habillés, plus légèrement. Notre point final, de notre trek, c'est le spectaculaire lac Tsommoriri qui est immense, qui est un lac sacré, salé. On y passait avant, on le longeait dans notre ancien itinéraire, mais là, ça va être vraiment notre point final. Il est quand même vraiment, encore une fois, spectaculaire. On va dormir au pied du lac. Il y a un seul monastère dans la région qui est le monastère à Korzok, qu'on va aussi aller voir évidemment pour conclure notre voyage. Mais sinon, dis donc, c'est quand même assez sauvage dans l'itinéraire. La plupart du temps, on est vraiment assez isolé, même si au début de l'itinéraire, puis à quelques reprises, on va passer par des petits villages, dont le village de Chadé qui est un village honnêtement du bout du monde. Là, je pense qu'on on n'a pas idée à quel point peut-être l'isolement peut être important dans cette région-là. Et donc, de pouvoir traverser toute la région à pied. En tout cas, j'ai bien hâte de cette grande première. Et je vous invite vraiment à nous contacter, bah, justement, si vous avez des questions, si bah, vous vous interrogez sur le niveau, sur, l'ambiance, et cetera. Beh, vraiment appelez-nous au bureau, venez nous voir, on sort les cartes, on regarde ensemble. Ça me fera vraiment plaisir de vérifier bah, de vérifier tout ça avec vous. Et voilà pour, notre itinéraire en tout cas, en Inde, je pense que ça conclut le tout. Merci pour votre écoute.